Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Ça va changer des choses pour nous positivement, dans le sens de création d'emplois. Tu sais qu'on nous disait même, on parlait qu'au Québec, l'entreprise Ciment Mécanisme allait créer 2000 emplois au Québec. Ça fait que le gouvernement s'est positionné, pas de BAP pour l'instant. Le dossier continue d'avancer. Et témoignage de deux bénévoles de la télévision communautaire de Grande-Rivière lors de notre téléthon du 25 août dernier. Parce qu'il y a un téléthon aujourd'hui, mais tous les jours, la télévision communautaire a besoin de nous parce que c'est la fierté d'ici, c'est notre vie d'ici, c'est notre télévision d'ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, on débute l'émission avec une rencontre avec la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier. Première rencontre de la saison 2013-2014 et tout de suite après, un beau témoignage enregistré lors de notre téléthon du 25 août dernier. Entrevue réalisée par Mme Josselle Cauvier et notre curé de Grande-Rivière et Cap-d'Espoir, M. Serge Tidjali. Cette entrevue souligne très bien l'importance d'une télévision communautaire dans son milieu. Eh bien, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio à la télévision communautaire de Grande-Rivière Mme Diane Leboutillier, préfète de la MRC du Rocher-Percé. Nous venons de passer à travers la période estivale. Ça faisait un tout petit bout qu'on ne s'était pas vu, mais on a toujours un très grand plaisir à la recevoir en studio. Tout d'abord, bonsoir Diane. Bonsoir Mirko, ça va bien? Ça va très bien. Passez un bel été? Oui, occupé. Et comme on le disait en préparation d'entrevue, il s'est passé pas mal de choses durant la période estivale dans la MRC du Rocher-Percé. Oui, je vous dirais là, que ça a bougé, ça a quand même vraiment beaucoup bougé. Là. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour, les suivis habituels. Oui. On pourrait peut-être débuter avec quelque chose qui était quand même pratiquement historique qui s'est passé dans la MRC. Ça a été la visite du caucus du Parti québécois qui est venu faire un tour à Carleton pour faire son caucus d'entrée parlementaire. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on a eu vraiment, cet été, là, il y a 3 semaines, le caucus du Parti québécois. Gaétan Lelièvre nous avait informé, là, on savait depuis quelques mois que ça allait se passer à Carleton. Puis, je te dirais, Mirko, qu'on a travaillé fort pour essayer de l'avoir dans Rocher-Percé. Mais Mme Marois tenait absolument à ce que ça se fasse à Carleton. Fait que, éventuellement, peut-être dans une prochaine fois, là, ce sera chez nous. Puis, ça nous a donné l'occasion aussi d'abord d'avoir tous les députés et ministres du Parti québécois. Les ministres se sont promenés un petit peu là, partout en Gaspésie. Moi, j'ai pu rencontrer des ministres, puis il y a des ministres aussi qui sont venus dans la MRC du Rocher-Percé faire des annonces. C'est une belle occasion d'avoir un contact direct avec les dirigeants et de pouvoir aussi parler de nos dossiers. Il y a eu plusieurs annonces aussi qui ont été faites. Oui, il y a eu des annonces qui ont été faites. D'abord, nous, dans un premier temps, on s'est rendu à Carleton. On était quelques représentants de la Conférence régionale des élus, où on a pu rencontrer la ministre Martine Ouellette des Ressources naturelles. Moi, ce qui me préoccupait beaucoup, c'était le dossier forêt. On a aussi parlé d'éolien, là, mais moi, ça a vraiment été au niveau du dossier forêt avec ce qui se passait dans nos forêts, là, quand on regarde au niveau des différentes façons dont le déboisement est fait, protéger les travaux en forêt aussi. Là, essayer de relancer l'industrie qui connaît quand même certaines difficultés. Oui, c'est ça. L'industrie qui a des difficultés aussi avec quand on regarde avec les entreprises forestières et agricoles, on a des gens chez nous qui travaillent en forêt. Puis c'est important là, que la ministre soit au courant là, des enjeux et de ce qui se passe dans les milieux. Parce que souvent, quand ils sont en ville, ils sont plus loin. Là. Ça fait que d'avoir un contact direct, ça a permis ça, de rencontrer les attachés politiques aussi pour les mettre au courant. Et parlant d'environnement, un dossier très important, celui de la cimenterie de Port-Daniel. C'est ça. Mme Marois a fait l'annonce officielle concernant le dossier de la cimenterie, qu'actuellement, il n'y aurait pas de bureau d'audience public, il n'y aurait pas de BAP. Je tiens à préciser cependant à la population que le fait qu'il n'y ait pas de BAP ne veut pas dire que les choses vont être faites d'une façon broche à foin et n'importe comment. Ciment Mécanisme, on doit quand même respecter, on travaille avec le ministère de l'Environnement, on doit respecter les règles du ministère de l'Environnement. Chaque fois qu'on avance dans le dossier, il faut aller chercher des certificats d'autorisation.
Ça demande beaucoup de travail avec le ministère de l'Environnement, les ingénieurs de la compagnie de ciment Mécanis. On a d'ailleurs eu cet été, au mois d'août, une rencontre avec du comité de suivi, comité sur lequel moi je fais partie. Ce qu'on nous disait aussi, c'est qu'au niveau du financement, le financement est attaché à 95 %. On doit d'ailleurs, on attend là, des gens là, qui vont arriver en septembre. On nous disait qu'il y avait un contrat, le gros contrat de construction de la cimenterie avait été donné à l'entreprise Génivore. Puis là, on parle de contrats là, je vous dirais, de plusieurs dizaines et pour ne pas dire centaines de millions de dollars. Ça fait que c'est certain il y a des questions qui nous ont été posées, à savoir, bon, pourquoi il n'y a pas d'entreprises du milieu qui se sont vues directement attribuer des contrats? Bien, c'est vraiment dû au prix là, ce qu'on demande, au prix des contrats, et peu d'entreprises remplissaient les critères. C'est ça, là. Mais ce que Ciment Mécanis nous a dit, par exemple, c'est qu'il allait toute leur information, ils allaient la mettre sur leur site Internet. De façon à ce que les entreprises locales aillent. C'est ça, ça fait que les entreprises peuvent aller vérifier, puis voir aussi, bon, est-ce que nous, on correspond aux critères, parce que quand on parle de contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars, il faut avoir les reins assez solides aussi pour dire, bien, est-ce que moi, je peux soumissionner? Parce qu'il y a toujours des cautions à donner. Ça fait que, mais ça, c'est des technicalités. Ça se règle entre l'entreprise et les entrepreneurs. Mais nous, on a toujours à cœur, au niveau du comité de suivi, d'assurer là, un développement dans le respect de l'environnement. Puis si on nous demande, est-ce que ça va changer des choses? Oui, ça va changer des choses. Ça va changer des choses pour nous positivement, dans le sens de création d'emplois. Tu sais qu'on nous disait même, on parlait qu'au Québec, l'entreprise Ciment Mécanis allait créer 2000 emplois au Québec. Ça fait que le gouvernement s'est positionné, pas de BAP pour l'instant, le dossier continue d'avancer. Et le fait de ne pas avoir de BAP, eh bien, ça accélère les choses? Bien, c'est sûr qu'on continue d'aller de l'avant. C'est qu'eux, là, c'est un pas de plus pour dire, bien là, nous, les certificats d'autorisation qu'on avait eus sont valides. Donc, on peut là, commencer à travailler. On peut commencer à travailler sur le terrain. Mais il y a tout l'aspect financement. Puis ça aussi, ça a été abordé parce que je leur mentionnais, je dis, écoutez, les gens ont comme l'impression, dans la population, ce qu'on entend, c'est, ouais, bien, ils disaient au départ qu'ils n'avaient pas besoin d'argent, puis là, tout d'un coup, là, ils demandent 300 millions. Il faut s'entendre que c'est pas des subventions, c'est un prêt. Donc, l'entreprise a un prêt du gouvernement de 300 millions et l'entreprise rembourse au gouvernement avec les intérêts. Puis, ce qu'il nous disait, c'est que, puis je trouvais que c'était plein de bon sens, on préfère rembourser au gouvernement avec les intérêts plutôt que le donner à des banques. Le total du projet, ça se chiffre à combien? Là? Pas loin d'1 milliard. Donc, c'est énorme. Puis des gros projets de ce type-là, on n'en aura pas des tonnes en région. Puis je disais que moi, en tout cas, je nous considérais privilégiés d'être assis avec cette entreprise-là autour de la table, puis de voir aussi des gens qui vraiment sont en développement. Au niveau du calendrier de réalisation, est-ce qu'on a un échéancier Eux suivent leur calendrier. Ce qui s'attendent à l'automne, c'est qu'il y a beaucoup de ciment qui va se couler sur le terrain même. On s'attend aussi au niveau du terminal. C'est pas un quai, c'est un terminal. Donc, on devrait couler d'autres formes là, pour les infrastructures de base, au niveau des infrastructures de base. Et le gros du chantier, pratiquement tout est acheté. Là, ils finalisaient là, les ententes d'achat de bâtiments. Fait que tout arrive en pièces détachées. Puis c'est des équipes qui vont monter ça. Eux ont toujours comme objectif en 2015 les premiers départs de ciment à partir de Port-Daniel sur les marchés. Aussi, on a parlé lors de la dernière rencontre des perspectives d'emploi. Oui. Fait qu'ils sont en train de faire les grilles aussi des emplois qu'il allait avoir. Vous comprendrez que, puis c'est important au niveau de la population, que on parlait là, d'emploi. Au niveau salarial, on allait jouer là, autour entre 70 et 75 000 $
par année. La compagnie va aussi former des employés. Intéressant ça de savoir ça. Oui, puis ils vont les envoyer en Californie. Bon. Ils ont des contacts avec d'autres cimenteries. Fait qu'on encourage vraiment les jeunes là, qui sont dans les corps de métier, parce que ce sont tous des métiers spécialisés. Là, fait qu'on encourage vraiment les jeunes là, à poursuivre des études. Les commissions scolaires vont être interpellées, le centre local d'emploi, Carrefour Jeunesse. Donc, il va y avoir de l'information qui va être diffusée. diffusée. Il y a beaucoup d'informations qui vont être diffusées. Là. Je vous dirais là, que dans les mois d'automne qui s'en viennent, là, il y a beaucoup d'informations qui vont être diffusées. Puis les gens peuvent aller voir toujours sur le site de Ciment Mécanis. Il y a de l'information qui est accessible aussi. Donc, dossier très important à suivre. Oui, puis à qualité, quand on dit les gens là, on va prioriser les gens de notre secteur. Compétences égales, on va prioriser les gens de notre secteur. Bon, ça va de soi, puis c'est très bien que ce soit comme ça. Autre dossier qui crée quand même quelques inquiétudes là, au niveau de notre MRC, c'est l'avenir de l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. Et c'est un dossier qui a été à l'ordre du jour lors de cette rencontre-là des différents ministres du gouvernement du Québec. Déjà, le ministre délégué des régions, Gaétan Lelièvre, nous avait parlé là, d'un comité ministériel qui allait être formé là, vraiment pour l'avenir de l'École des pêches. Puis on a eu la chance, avec l'avenue du caucus à Carleton, de rencontrer le ministre Pierre Duchesne. La rencontre a eu lieu ici à Grande-Rivière, à l'École des pêches, avec la direction du président du cégep, direction du conseil d'administration. Puis on a pu mettre aussi au courant de l'importance du secteur des pêches dans pas seulement dans notre MRC. Je vous dirais là, que les gros entrepreneurs là, dans le secteur des pêches, des usines, là, on les retrouve, c'est de Gaspé à Passepébiac. Fait qu'on a pu donner des chiffres au ministre là, de l'importance, vraiment l'importance du secteur des pêches chez nous. Puis, on a une étude actuellement qui est en train là, de se finaliser. Puis, je vous dirais là, que d'ici 2-3 semaines, je vais vous en parler encore plus. Parce que souvent, on a tendance à pas voir. C'est toujours plus beau dans la cour du voisin. Hein? Ça, c'est tout à fait humain. Puis, on a tendance à pas voir tout l'impact et toute l'importance de ce secteur-là chez nous. Puis souvent, moi personnellement, j'ai toujours trouvé qu'on ne valorisait pas assez les pêches. Fait que, puis pourtant, là, c'est un métier qui est noble pour les gens qui pratiquent la pêche et pour les gens qui travaillent dans le secteur des pêches. Puis on vivrait une crise épouvantable. Si le secteur des pêches fermait demain, là, je peux vous dire que ça serait pire que ce qu'on a vécu au niveau de la forêt. Ça fait qu'on a pu mettre le ministre au courant de ça, puis dire, écoutez, là, nous, là, en Gaspésie, du côté sud de la péninsule, il y a au moins 3000 emplois reliés au secteur direct, là, reliés au secteur des pêches. Et puis, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits de la part des entrepreneurs, beaucoup de développement. On est pratiquement rendu qu'on travaille 8 mois par année là, dans les usines, dans notre secteur. Puis on me disait là, justement ce matin que si on ne travaillait pas dans le mois de janvier et février, c'était à cause de la température et des risques de tempête de neige pour c'était ça qui... Fait qu'éventuellement, on devrait travailler 12 mois par année dans le secteur des pêches. Donc, il y a un avenir dans ce secteur-là. Oui, il n'est pas négligé et prenons conscience de la qualité. Oui, puis encourageant. Puis là, on disait, l'École des pêches, justement, elle est là pour ça, pour préserver les métiers du secteur des pêches, l'avenir du secteur des pêches, former les jeunes. Ça fait que n'ayons pas de gêne là, à envoyer nos jeunes puis à dire, écoutez, là, la pêche, là, c'est un métier qui est important, puis c'est un métier d'avenir. Puis on travaille beaucoup aussi, il y a beaucoup de travail qui est fait avec les entrepreneurs pour ouvrir vers les marchés asiatiques. Tout à fait. Puis ça nous amène au fameux dossier d'aéroport, parce que pour aller vers les marchés asiatiques, on a besoin on va avoir besoin du développement de l'aéroport du Rocher-Percé. Ça fait qu'on continue de travailler aussi dans ce dossier-là. Il chemine vraiment là, de façon importante avec le secteur des pêches. Puis dans Pour ce qui est de l'aéroport, il y a une étude là, qui a été mise de l'avant par le ministre M. Lelièvre. C'est ça. Justement pour bien différencier le genre de service qui est donné par chacun des aéroports et valoriser chacun selon leur propre potentiel pour
Arrêter de... Les chicanes de clocher, ouais, puis d'arrêter d'avoir peur de perdre. Au contraire, ça peut être un acquis qui va faire en sorte que les autres aéroports vont développer, vont vraiment, eux, se développer. Ça, c'est un axe de développement c'est une approche qu'il n'y avait jamais eu dans le passé. On parlait plutôt de ce qui risquait d'être enlevé à l'une par rapport à l'autre. Là, on parle de valoriser selon les possibilités, les caractéristiques de chacun, ce qui peut être un plus pour la région. Bien, je vous dirais là que dans les contacts qu'on a eus, puis dans les discussions qu'on a eues, c'est ce qu'on a regardé aussi avec les entrepreneurs. C'est les entrepreneurs, là, il y a plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont été perdus là, pour des contrats qu'on aurait pu avoir vers le marché asiatique, mais parce qu'on n'est pas organisé, c'est difficile là, d'aller vers ces marchés-là. Ça fait que c'est sûr que nous, on va travailler beaucoup dans ce sens-là, d'offrir les opportunités. Oh oui. Donc, l'aéroport est toujours, on a toujours derrière la tête de développer ce service-là au maximum. Oui, puis on travaille très fort. Les plans de vie sont en train de se faire au niveau pour finaliser les études. Oui. Mais on avait déjà beaucoup de choses de faites, puis on continue là, de travailler. Puis on travaille avec les gens du milieu parce qu'on a besoin aussi du milieu pour cheminer dans ce dossier-là. Mais c'est un dossier, je vous dirais, qui avance bien. Je ne vous dis pas que l'aéroport va ouvrir d'un mois, là, mais le dossier chemine très bien. Et puis, l'aéroport fait partie des plans d'avenir du développement de notre MRC. Exactement. C'est un incontournable. Oui. Bien, on a bifurqué un peu sur un dossier un peu plus loin, qui était prévu un peu plus loin dans l'entrevue, mais c'est pas grave. Revenons à la journée où la rencontre a eu lieu à l'École des pêches. C'était en soirée, un peu plus tôt, en fin d'après-midi, une belle annonce au niveau du centre hospitalier du C3S du Rocher-Percé. Oui, c'est ça, le service externe de gériatrie ambulatoire. Ça fait que là, on était vraiment là... On a été gâtés, c'était une belle annonce. Oui. Fait qu'on parle là, de pas loin de 5 millions de dollars. 4,5 millions, 130 000 pour la réfection du système de climatisation. C'est ça, à la Villa Pabot. Tout à fait. Puis nous, au niveau du service externe de gériatrie ambulatoire, ce qui vient qui était aussi la bonne nouvelle, c'est qu'on est le seul en région au Québec. Oui. C'est vraiment une première. C'est une innovation, puis on est même un exemple à suivre au niveau de la gestion. Ça, les gens ne le savent peut-être pas à la maison, mais on est un exemple à suivre au niveau du C3S. Effectivement. Puis avec qu'on appelle le SEGA, pour ne pas répéter à chaque fois le service externe de gériatrie ambulatoire, le fameux SEGA vient aussi s'inscrire dans les plans de développement de la MRC. On est une des MRC où la population est la plus vieillissante au Québec. Oui. Et nous, on s'est dit, oui, il y a moyen de développer une expertise concernant les personnes âgées. Après ça, comment on va adapter nos milieux pour nos personnes âgées? Il y a des ententes qui vont pouvoir se prendre avec l'Université de Sherbrooke, puis je pense qu'il y en a déjà à l'heure actuelle où on se parle. Oui. Fait que ça, là, pour nous, là, c'était extraordinaire. Ça fait que... Ça vient s'arrimer, hein? Ça s'arrime avec le projet. On travaille sur nos forces. Oui. C'est comment, là, on a un défi à relever, parce qu'il ne faut pas le voir comme une problématique, la population qui est vieillissante. C'est un défi, on a un défi à relever. Mm-hmm. Quels sont les outils qu'on va mettre en place pour pouvoir relever ce défi-là? Puis ça, là, on l'a toujours travaillé là, de concertation avec le centre de santé. Fait qu'on a poussé le dossier, puis le centre de santé, c'est toujours un travail d'équipe qui se fait. Là. Moi, c'est ma façon de faire. Là. Puis je trouve que c'est profitable pour tout le monde. Puis en plus, ce qu'on est en train de regarder actuellement avec le centre de santé, puis justement avec le SEGA, moi, je fais partie du conseil d'administration du transport des ans, du transport adapté. Puis on sait que nos personnes âgées, quand il y a eu la consultation MADA, ça revenait beaucoup au niveau du transport, la difficulté à avoir un transport qui est accessible aux personnes âgées. Le seul transport qui peut faire du porte-à-porte, c'est le transport adapté. C'est vraiment, lui, c'est sa mission. Fait qu'on dit les personnes en perte d'autonomie ne peuvent pas se rendre à l'arrêt d'autobus en marchette. Tu sais, il faut être réaliste, on ne peut pas charrier. Là. Mm-hmm. Fait que là, on est en train de regarder avec le centre de santé, puis transport adapté, on regarde pour l'achat d'un autobus, où on va pouvoir commencer à desservir nos populations. Puis moi, dans ce que je voulais, avec le conseil d'administration, on va commencer par desservir les extrémités, les gens qui sont plus loin. Mm-hmm. Parce que c'est toujours plus difficile pour ces gens-là, des extrémités, d'avoir... un moyen de transport adéquat. C'est ça, pour se rendre vers les services.
plus facile pour quelqu'un de Chandler. L'hôpital est plus près. Oui. Fait que, où on va prioriser la santé au départ. Fait qu'avec le centre de santé, mettons, on peut donner comme exemple, les mardis, le secteur de Percé vont pouvoir, l'autobus va partir avec les gens qui ont leur rendez-vous pour le centre de santé. Ça fait que tout va se faire dans la même journée. Et si les gens ont besoin d'aller à l'épicerie, arrêter, ils vont pouvoir Donc, ce utiliser serait le vraiment transport. un transport là, pour ce genre de clientèle-là. Oui, Puis on oui. parle vraiment d'aller chercher la personne dans la maison. Oui, à domicile, Donc, porte c'est à tout un porte. service, là. Service porte à porte Ouais. pour les Encore là, la gens MRC en perte va- d'autonomie. On peut dire qu'on est innovateur. C'est une première. J'en doute pas. Oui, ça va Parce être que une c'est quand première. même toute une responsabilité à prendre. Là. Oui, ça fait qu'on est en train de finaliser les protocoles d'entente avec le C3S. Puis aussitôt que je vous dirais là, ça devrait là, s'annoncer là, en septembre, là, dans les semaines qui viennent. Donc, Puis ça vient vraiment s'arrimer justement avec le SEGA. Qu'est-ce qu'on offre à notre population? Puis le MADA, les consultations MADA nous ont beaucoup aidé aussi à pouvoir le Donc, mettre ça a sur la marche. ressorti lors des différentes Effectivement, le sensibilisations. transport, c'était majeur pour les personnes âgées. On a beaucoup de gens l'hiver aussi qui n'osent pas utiliser leur voiture parce qu'il y a un petit peu plus de crainte. Fait que, On a tellement un grand territoire. Hein, puis, oui, ça fait que c'est comment bien le desservir avec les différentes personnes qui font du transport. Parce qu'il y a aussi des centres d'action bénévole qui offrent du transport. Fait que, mais là, on disait, bon, les gens, souvent au MADA, dans les consultations, les gens parlaient de briser l'isolement. Puis on disait, bon, ben, si on regroupe les gens pour aller chercher des services, ben déjà, ils vont se voir dans l'autobus. Tu sais, là, tu développes des liens, puis ça permet au moins des activités. Ça aussi, ça fait partie d'activités sociales. Donc, au niveau de la MRC du Rocher-Percé, on est tout à fait conscient de notre réalité, population vieillissante. Oui. Et ce service-là n'est qu'un service de plus qui vient se rajouter. Et puis, les services qui vont se greffer aux alentours du service ambulatoire, là, ça va être, puis je te dirais que moi, là, ce qui fait mon affaire aussi, c'est qu'au fur et à mesure, parce que ces projets-là, on en avait parlé, on avait amené ça lors de la rencontre en janvier avec le ministre Lelièvre, puis ça nous permet de faire une coche. Bon, ça, réalisé, on passe à autre chose, parce qu'au fur et à mesure qu'il y en a un là, qui avance, puis qui se règle, bien, il y en a d'autres là, qui sont en émergence. Puis, en allant dans ce sens-là, ça va devenir agréable de vieillir dans la MRC du Rocher-Percé. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que je pense qu'on s'en va tous du même côté. Hein? Oui, c'est sûr, on ne recule pas. De toute façon, moi, sur mon système de vitesse, il n'y a pas de reculant. On avance. C'est très bien ça. On est en mode électoral, ça paraît un peu. Hein? Non, mais j'ai toujours été de même. Autre dossier très important pour la MRC du Rocher-Percé, c'est le fameux Géoparc. Oui. On en parle un peu moins de l'actualité, mais il est toujours vivant, ce dossier-là. Oui, le dossier est vivant plus que jamais. D'ailleurs, là aussi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on devrait avoir des annonces là, fin septembre, début octobre, parce qu'il y avait une participation du gouvernement importante à avoir. Là, on parle de 1,7 million. D'ailleurs, le ministre Lelièvre en a parlé cet été aussi, là, qu'on Percé allait l'avoir. Vous savez, c'est sûr que la MRC, là, moi je dis, mon éléphant, moi, c'est la MRC. Ça fait que c'est quand même un gros éléphant. Puis un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. On finit par y arriver au bout. Mais on sait que Percé, c'est le moteur du tourisme en Gaspésie. Et il y a un coup de barre important à donner à Percé. C'est pas parce qu'on travaille fort sur Percé là, qu'on néglige nécessairement les autres projets, mais on se doit d'établir des priorités. Puis, et tout le monde va en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Tout le monde va en bénéficier. L'avantage, c'est qu'il est au bout de la péninsule, puis on fait le tour. Exactement. Ça fait qu'après ça, bien, chacune des municipalités a à faire ce qu'il faut pour arrêter le tourisme chez elle. Mais Percé, là, c'est important. Ça fait que nous, on est allé faire une représentation, on est allé en Colombie-Britannique pour rencontrer des gens qui, eux, amènent les dossiers de Géoparc à l'UNESCO. Fait que s'il y a des craintes de gens de la population par rapport au dossier du Géoparc, que ça pourrait dénaturer Percé, au contraire, le fait de s'arrimer
à l'UNESCO qui protège les patrimoines. Fait que l'UNESCO, c'est vraiment ça. La protection de l'environnement, la protection du patrimoine. Et aussi, un des critères, c'est de faire de l'éducation. Puis il y a beaucoup d'éducation à faire sur notre milieu au niveau de la protection des berges et protection de notre environnement et du site. Ça fait que c'est vraiment, là, on a une préoccupation très grande là, au niveau de Percé par rapport à... Et l'objectif, c'est d'avoir cette reconnaissance-là. Hein? Effectivement, parce qu'il y a des gens dans le monde qui, eux, vraiment, ce qu'ils veulent voir, ce sont des géoparcs. Et c'est une appellation qui est protégée. Puis je peux vous dire que... Est-ce que c'est réaliste de c'est penser? C'est très réaliste. Ouais. Fait qu'on a présenté le projet en Colombie-Britannique. Actuellement, au Canada, il y a quatre projets de géoparcs, dont trois au Québec. Il y en a un à Mont-Saint-Pierre. Il y a Mont-Saint-Pierre, il y a dans le comté de Charlevoix, il y a nous, et l'autre était à Terre-Neuve, au Canada. Puis, on a présenté les projets. Fait que ça, c'était la deuxième étape. Je vous dirais que les gens... puis moi, j'étais contente d'être là pour voir les autres projets, puis pour voir aussi, là, qu'on peut être fier de ce qu'on a. Puis souvent, là, on ne le dit pas assez. On a tendance là, à s'auto-flageller, mais les gens ont été là, ravis de voir ce qu'on leur a présenté. Alors, c'était bien accueilli, vraiment, c'était comparable à ce qui se présentait ailleurs. Je vous dirais plus. Sans gêne? Non, plus. Bon, c'est très bien, ça. Ça fait que... Bien, puis je le dis pas parce que j'ai un parti pris, là. Non. Oui, j'ai un parti pris. Mais c'est vraiment plus que ce qu'il y a ailleurs. Bon. Tellement que moi, je disais aux gens, écoutez, l'UNESCO... Puis on remplit tous les critères? On remplit vraiment tous les critères. Bon. Là où on avait à travailler un petit peu plus, c'est au niveau éducation. Puis on est allé chercher de l'information. Il y a des demandes qui ont été faites à l'organisation du géoparc. Au niveau, puis c'est pour ça que je parlais tantôt d'érosion du littoral. Fait qu'il y a des choses qui se travaillent actuellement. Donc, ça vous a permis du même coup de pouvoir ajuster le tir. Exactement. De voir où il pouvait avoir des petites lacunes et les corriger et revenir en force par la suite. Effectivement, puis de se réseauter aussi, puis de créer des contacts avec les gens. Puis éventuellement, les gens qui représentent du Canada, qui, eux, amènent les dossiers à l'UNESCO. La prochaine étape, ce serait de les faire venir au printemps. Je suis quand même impressionné de savoir qu'il y a 4 ou 5 projets allant dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un nombre limite à l'intérieur d'un pays ou à l'intérieur d'une province? L'UNESCO accepte 2 projets par année. Ah, par année. Par année. Donc, un projet qui ne serait pas choisi cette année, on peut revenir à... Ça irait là, comme à l'année d'après. Mais dans les projets qui ont été présentés, nous, on avait vraiment une longueur d'avance là, avec Terre-Neuve. Okay. On avait une longueur d'avance. Et il n'y a pas de maximum au niveau d'un pays là, en ce qui concerne le nombre de géoparcs qu'on peut retrouver sur le territoire d'un pays en tant que tel. Il y a pas de... Non, c'est vraiment... les critères, c'est 2 par on remplit les critères, puis je vous dirais que les critères sont quand même assez serrés. Puis l'autre chose aussi que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est pas parce qu'on reçoit une appellation de géoparc qu'après ça on s'en lave les mains puis on dit, ben nous, gars, on n'a plus nos devoirs à faire. C'est qu'à tous les 4 ans, on se doit oui, puis il y a une réévaluation qui est faite. Donc, fait qu'on peut perdre notre statut de géoparc. Donc, fait que c'est vraiment là, puis l'UNESCO est très sévère à ce niveau-là, puis moi je trouve ça pertinent que ça se fasse de cette façon-là. Peut-être, Mme Leboutillier, rappeler aux gens qu'est-ce que ça pourrait amener comme avantage, justement, d'être reconnu comme géoparc. Il y a quand même une visibilité à l'international qui découle de tout cela. Là. Il y a une visibilité à l'international. Comme je disais tantôt, il y a du tourisme, il y a des gens, là... On fait partie d'un circuit à partir de ce moment-là. D'un circuit, puis je vous dirais qu'il y a des gens, là, qui sont prêts à payer très cher, là, pour avoir le privilège de pouvoir visiter ce genre de site-là. Oui, c'est ça. Puis c'est tout ce qui ça vient ramener au niveau, comme je parlais tantôt, d'environnement, de préservation des paysages, d'éducation. Fait que c'est vraiment une clientèle particulière qui vient visiter au niveau des géoparcs. Ça fait que, puis c'est à l'international. Ça fait que quand on parle puis qu'on dit de Percé, que Percé est une destination internationale, bien, on se doit d'avoir le produit pour recevoir une destination, des gens
qui voyagent à l'international. Puis c'est un peu là quelle était notre faiblesse durant les 20-30 dernières années. Oui. Un peu trop récurrent au niveau de ce qui était offert. Oui, récurrent, puis un petit versus le potentiel qu'on avait. On ne veut pas critiquer ce qui a été fait dans le passé, mais c'est parce qu'on a plus de potentiel que ce qu'on a là en ce moment. Effectivement, puis on peut pas se... Puis on a eu, probablement, là, pendant un certain temps, on s'est assis un petit peu sur nos lauriers. Mais il n'y a rien qui est acquis aujourd'hui, puis il y a d'autres pays qui travaillent très fort la compétition est forte. Pour aller chercher du tourisme. Ça fait que nous aussi, on se doit de le faire. Dans le Boutillier, le temps passe très vite. Il y a plusieurs autres dossiers qu'on aurait pu discuter. Je pense au train, entre autres. Mais je pense qu'on va être obligé de se voir peut-être une autre fois avant que les élections soient lancées de façon officielle. Ne serait-ce que pour faire le point. Je vous lance la balle. Ça dépendra de vos disponibilités. Mais là, pour aujourd'hui, on va être obligé de s'en tenir au dernier sujet que je vais approcher. Le fameux sujet de compostage dans la MRC. Elle fait un an. Ça va terriblement bien. Premier anniversaire. Non, mais on est content. Là, fait que premier anniversaire. Pour souligner l'événement, il y a de l'information qui va vous être transmise au mois de septembre. Il va y avoir, on va remettre des sacs de compost. Le fameux compost. Oui, on va le distribuer. Bon. Ça va être gratuit? Ça va être, non, on va le distribuer pour la première année. Là, on va le donner aux gens. Bon. Il va y avoir des distributions là, dans chacune des municipalités. C'est fort fait que Port-Daniel, Gascon, Newport, Chandler, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse. Fait que je pourrais vous laisser l'information. On va la diffuser à l'intérieur de l'entrevue versus les différents tableaux que vous nous présentez. C'est ça. Avec des horaires fixes. En même temps, oui, avec des horaires fixes. La façon de distribuer rapidement? Il va y avoir 2 personnes là, comme à Port-Daniel-Gascon, on parle de samedi le 21 septembre. Il va y avoir des gens, là, des équipes de 2 qui vont être là. Puis les gens vont pouvoir poser des questions, aller chercher le compost. Ça va être sous forme de sac? Oui, c'est en sachet. Hey. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a le logo de la MRC sur les sacs, tout? Avez-vous pensé? Il est supposé d'avoir un nom. En plus? Oui, mais là, je ne peux pas le dévoiler. À votre prochaine visite ou pour les gens qui vont voir l'information défiler à l'écran dans quelques instants? Compost mercéen. Fait que franchement, ça, c'est un peu votre les... bébé, hein, vous allez dire. Oui. Puis moi, je félicite vraiment les maires là, qui sont allés là-dedans là, parce que ça prenait du courage. Moi, j'ai assisté aux premières sensibilisations qui ont été faites au niveau des maires. On parle des années 95-96. Je me déplaçais, puis il y avait un monsieur qui travaillait à la polyvalente de Chandler à ce moment-là qui était vraiment au tout début du recyclage. Et puis, on y croyait plus ou moins. Puis lorsqu'on regarde le bilan maintenant en 2013, c'est incroyable. On parle vraiment, là, même le thème ressources au lieu de parler de poubelles. On en était à cette étape-là. J'oublie le nom du monsieur, monsieur Rioux. C'était un monsieur Rioux qui est décédé il y a quelques années. Et puis, on avait même souligné son excellent travail. Il avait mis en place le recyclage faisait à la polyvalente à cette époque-là. Oui, puis je pense qu'il y avait dans l'ancien Saint-Jean-Eudes, on faisait de la récupération. Puis je peux vous dire qu'au niveau de la MRC, là, on se doit vraiment d'être fiers. On a au niveau du centre de travail adapté aussi à Tibet, qui fait de la récupération, qui emploie... Là, on a réussi à créer de l'emploi avec ça et puis à développer des entreprises, puis à sauver des sous. C'est vraiment une question de sous. Puis c'était une première année au niveau du compostage. On n'est pas parfait, il n'y a personne de parfait, mais ce qu'on demande aux gens, c'est de nous interpeller, de nous dire, écoutez, il y a telle chose, puis nous, on va s'ajuster. Solidaire de la façon de fonctionner. Moi, j'avais peur, quand on m'a dit que les poubelles vertes allaient passer une fois par 2 semaines au lieu d'une fois par semaine cet été, puis je m'en suis bien sorti. Je m'en suis bien sorti quand même, puis ça nous a quand même amené à mieux utiliser le bac brun. Puis là, c'est rendu une routine que j'applique maintenant, puis je ne suis pas tout seul. Quand je vais porter mon bac brun, je m'aperçois que, en tout cas, dans le coin de la Brèche à Manon, là, on est pas mal, ça va bien. Oui, puis là, vous voyez, l'année passée, là, quand on avait commencé le bac brun, on le faisait aux 2 semaines. On a eu de la chaleur beaucoup, puis on a eu les verres blancs, on a eu le fameux... Puis là, cette année, on a dit, le bac brun, c'est à toutes les semaines. Puis appliquer des petits trucs, hein. Moi, j'ai fait ma lasagne. C'est ça, puis de l'eau, puis du vinaigre, puis c'est ça. Fait que là, on va exherber nos plates-bandes, là. Là, on envoie ça dans le bac brun, puis ça fait, nous, ça fait notre affaire, ça nous fait du compost. Superbe de beaux bilans positifs en ce qui concerne ce projet-là.
Étant donné que c'est vraiment parce qu'on est limité dans le temps, ça va terminer Oui, mais l'entrevue pour cette semaine. puis comme Je suis vous ouvert. dites, là, Je oui, suis ouvert parce on que pourrait ne se serait-ce que voir. pour le train, là, en discutant avec vous, l'idée m'est venue et puis c'est un dossier qui inquiète quand même assez les gens, puis on doit se le dire. Oui. C'est un dossier d'actualité. Il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement. Là, Énormément, puis je vous dirais, même là, le soir. à Sainte-Thérèse, Hein, à là, la brèche, ça a travaillé 7 jours, là, ça donc, travaille, puis même le soir. ça veut certainement vous avez dire qu'à raison. quelque part, au niveau des élus, Oui. il y a une certaine Conscientisation. qui est en train de se faire et puis il va y avoir certainement une mobilisation du milieu allant dans ce sens-là. Oui, puis moi, je pourrais, il y a de l'information que je pourrais vous ramener aussi lors d'une prochaine rencontre, parce que j'ai amené le point en discussion à la conférence régionale des élus, Bon. parce que là, il y a le train, mais la semaine passée, on lisait que Orléans Express aussi est en train de réévaluer les Tout services. à fait, tout à fait. Fait que moi, je m'attends à peut-être, tu sais, on a l'autobus 2 fois par jour, ça pourrait être coupé à 1 fois par jour. Il y a les limites Fait à qu'il tout. y a tout un travail à faire au niveau du service passager, là, l'aérien, le ferroviaire, le routier, le maritime. Fait que, puis de regarder là, au niveau des priorités, là, comment est-ce qu'on voudrait, puis qu'on se donne un petit peu une vision d'avenir par rapport à ça. Mais je pourrais vous en parler d'ici 2 semaines, on pourrait avoir une rencontre là-dessus. Je vous remercie déjà, Laurence, de bien nous informer comme ça. Et c'est très apprécié par l'équipe de TVCGR, votre visite mensuelle que l'on débute dès le mois de septembre. On sait qu'il y a des élections qui s'en viennent dès octobre, mais Oui. il ne reste que si vous demeurez en place et si vous êtes élu, c'est une habitude que vous me disiez en préparation d'entrevue que vous pensez garder. Ah, c'est sûr. Moi, là, c'est un contact direct avec les gens. Oui, puis les gens en ont besoin, puis les gens en parlent. Les gens disent, écoute, nous, on tient à recevoir de l'information. Ça fait que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je pense que c'est quelque chose d'important. Puis on a une obligation de bien informer la population, parce que souvent, des fois, il y a des gens qui vont garder l'information, parce que l'information, c'est le nerf de la guerre. Hein? Fait que quand tu donnes pas d'informations, Puis tu as une transparence dans tes actions politiques, que ce soit au niveau c'est municipal important. ou provincial. Oui, c'est important de le faire. Oui, puis les gens, à ce moment-là, lorsqu'ils ont à voter ou lorsqu'ils ont à prendre une décision, eh bien, ça fait des décisions ou des votes plus éclairés. Oui. Puis ça donne, là, puis moi, je conseille toujours aux gens, s'il y a des sujets particuliers que vous voulez entendre parler, ils peuvent me rejoindre sur le site de la MRC, ils peuvent m'appeler sur mon cellulaire. Je suis vraiment, là, si on ne me rejoint pas, c'est parce qu'on ne veut pas, là. Comme je dis très souvent à plusieurs de mes invités, on garde le contact. Oui. Donc, Madame Leboutillier, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Vous participez activement à la télévision communautaire, vous faites une émission. J'aimerais vous parler un peu de votre expérience. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à faire une émission? Je participe activement, effectivement, à la télévision communautaire parce que moi, je pense que peu importe qui on est dans la cité, il faut apporter sa contribution à l'édification de la cité. Et il y a une télévision communautaire chez nous. J'ai été sollicité et puis je me sentais capable de faire ma petite part. Et je n'ai pas du tout hésité depuis 3 ans et demi que je suis dans la paroisse à embarquer tout de suite, à créer l'émission La Parole au quotidien. Ce n'est pas la première fois que je travaille avec les médias. J'avais déjà eu, quand j'étais au Bénin, à faire une émission à la radio nationale avec, on l'appelait Si tu savais, mais une émission biblique qui ressemblait un peu à La Parole au quotidien. Donc, quand l'équipe de la télévision communautaire m'a contacté, je n'ai pas hésité. Et chaque semaine, entre 15-20 minutes, quelquefois jusqu'à 30 minutes, on prend le temps d'écouter la parole de Dieu, de lire un extrait de la parole de Dieu et d'échanger là-dessus. Et je précise souvent aux gens, le but pour moi, ce n'est pas d'aller convertir des gens en faisant lire une parole. Mais le but pour moi, c'est qu'à travers ce qu'on entend et ce qu'on lit, quelque chose vienne nous rejoindre pour que nous ayons une meilleure vue, une meilleure vie. Si on a une meilleure vie avec la parole de Dieu qu'on a, on se sent plus heureux. Je pense qu'il y a déjà un grand pas là. C'est sûr, le curé que je suis, le prêtre que je suis, ça rejaillit naturellement dans mes façons d'interpréter les textes, dans mes façons d'exhorter les gens. Puis j'aime bien cette émission que je partage. Et ça m'a donné aussi l'opportunité des gens que je ne connais pas, mais qui suivent l'émission et qui parfois me retrouvent dans la rue et disent « Hey, c'est notre curé ». Parce qu'ils me disent « On vous a vu à la télévision ». Donc voilà un peu ce qui m'a motivé
Puis chaque année, on reprend, puis je suis toujours disponible à offrir le temps et le peu que je peux partager pour que les gens, en aimant davantage la parole de Dieu, s'aiment eux-mêmes davantage et vivent plus heureux. C'est le but pour moi. J'aimerais que vous nous parliez également du fait qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas se rendre à la messe pour différentes raisons. La télévision communautaire permet justement à ces gens-là de suivre la messe chez eux. J'aimerais que vous me parliez un peu de l'importance de ça. Quand j'étais arrivé ici, en janvier 2010, j'avais été émerveillé de voir que non seulement il y avait une télévision communautaire qui transmettait la messe, mais qui la transmettait en direct. Donc les gens pouvaient vivre au même moment que nous qui sommes là dans l'église, les gens pouvaient vivre la célébration avec nous. Et il y a un très important réseau de fidèles qui apportent la communion à la maison aux personnes qui ne peuvent pas venir. Ça veut dire que dès que la messe est sortie, ils peuvent communier aussi en même temps. Et j'ai trouvé ça très important, vraiment génial. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de communautés, je dirais même en Gaspésie, où les gens peuvent suivre la messe en direct chez eux parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et Dieu sait qu'on a beaucoup de personnes malades, beaucoup de personnes âgées, ou même occupées pour de bonnes raisons, qui ne peuvent pas sortir de chez eux et venir à l'église un dimanche ou tous les dimanches. Mais l'église, grâce à la télévision communautaire, l'église est capable d'aller les rejoindre. Et quand je dis l'église, ce n'est pas l'institution, c'est la communauté qui est rassemblée là. C'est le prêtre, c'est la chorale, c'est les lecteurs, comme vous aujourd'hui quand vous lisiez. C'est l'assemblée qui est là, qui, à travers la télévision communautaire, vit déjà une certaine fusion, une certaine communion avec les autres qui n'ont pas pu venir. Puis moi, je suis très heureux de ça et j'espère qu'on va garder fermement cette habitude-là de toujours transmettre à nos citoyens, à nos fidèles, la messe de chaque dimanche. Et en plus, en semaine, on peut reprendre aussi cette messe-là pour les gens qui veulent réécouter. Et moi, je peux vous avouer aujourd'hui, quand quelquefois j'ai l'occasion d'être là un mercredi, j'écoute cette messe pour pouvoir m'évaluer et me demander qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux pour notre communauté. Donc c'est très important ce que la télévision communautaire fait aussi avec la messe du dimanche, tous les dimanches à 11h pile jusqu'à midi, pour rejoindre le plus grand monde possible et qu'ils vivent leur foi. Je vois que c'est utile pour nous. Bon, on voit beaucoup l'importance de l'aspect communautaire parce qu'une télévision communautaire, justement, c'est pour représenter tous les gens, leur donner une voix, puis que ce soit très représentatif d'eux. Puis dans la société actuelle, vous n'êtes pas sans savoir que le bon Dieu, on le met un petit peu de côté, on le cache. Puis vous êtes là à faire une émission, vous êtes heureux que la messe soit diffusée. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de la société là, qui tend à vouloir mettre tout ça de côté? Moi, j'avoue que parfois, ça m'inquiète quand je vois que nous prenons, je dis non, mais je devrais dire les gens prennent une certaine tendance à éloigner Dieu de leur être ou Dieu de leur milieu ordinaire. Parce que je me dis, Dieu ne peut jamais faire du mal à personne. Puis je me dis, si je suis croyant, ma foi ne peut jamais me conduire à faire du mal à personne. Donc sur cette base-là, je me dis, c'est plus un dialogue qu'il nous faut, que chacun soit conscient de ce qu'il est et à partir de ce qu'il est, qu'il vive. Ma religion, le chrétien que je suis, la loi fondamentale, c'est « aie ta foi, aime ton prochain ». Puis, que quelqu'un puisse le dire et le vivre dans sa foi, moi je pense que c'est important. Et moi je dis, une société a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu pour être. Et c'est une question, moi je dis, déjà à la base, c'est ça. Et en plus, pour le Québec, parler de Dieu, parler de l'Église, parler de la foi, c'est collé à la naissance du Québec, c'est collé à l'identité québécoise. Et je me dis, on ne peut pas juste aujourd'hui dire, on veut être laïque, on veut oublier l'histoire, on veut oublier tout ce qu'on a vécu ensemble avec l'Église. Bien sûr, des gens vont me dire, il y a eu des moments difficiles entre les fidèles et l'Église à un moment, mais c'est une partie de notre histoire. Mais ce n'est pas toute notre histoire. Il y a aussi des moments très heureux où, au nom de Dieu, l'Église a bâti, l'Église a été quelque chose au milieu de la communauté. Et je dis, rien que pour l'objectivité historique, on ne peut pas abandonner cela aujourd'hui. On va peut-être ajuster, on n'est plus dans une société 100% catholique,
Mais il ne faut pas non plus qu'on vive dans la société comme si elle était rendue à 0% catholique. Nous sommes là et nous avons une mission à vivre par notre qualité de foi et notre qualité d'amour au milieu des nôtres. Voilà un peu ce que je vois de la société actuelle québécoise précisément. C'est pour ça que très souvent, je reviens à dire aux gens, n'ayez pas peur de dire que vous êtes chrétien. N'ayez pas peur d'affirmer votre religion, peu importe laquelle c'est. Parce que si c'est une religion vraiment basée en Dieu, elle ne peut que conduire au bien, elle ne peut que conduire à l'amour. C'est vraiment un très beau message que vous nous donnez aujourd'hui. Puis justement, si vous aviez un message adressé aux gens à la maison, aux gens qui sont ici, pourquoi c'est si important une télévision communautaire? Pourquoi c'est important justement de donner des dons pour assurer sa vitalité? Qu'est-ce que vous diriez aux gens? En simple mot, je dirais la télévision communautaire est comme un point de ralliement. Je dirais même un coin de communion de notre cité. Et en cela, nous sommes déjà à 35 ans d'existence pour la télévision communautaire. En cela, je pense que la part que chacune de nous peut apporter est très importante. Aujourd'hui, c'est le Téléthon, c'est levé de fonds. Il ne faut pas se dire « Ah, je suis bien pauvre, je ne peux rien donner ». On est capable de donner tous quelque chose. Ce n'est pas la quantité qui va être d'abord importante, c'est le cœur et la générosité que nous avons à donner. Alors que chacun de nous aujourd'hui puisse faire un petit effort et donner ce qu'il peut. Je ne sais pas s'il y a des montants fixés. Et s'il y en a qui sont capables de donner beaucoup plus, qu'ils donnent beaucoup plus parce que la télévision communautaire fait notre honneur et fait notre bonheur. Alors je nous appelle sincèrement à une très grande générosité aujourd'hui. Et le faire au nom de la conviction que nous bâtissons ensemble une communauté et que la télévision communautaire fait partie de notre communauté. Que ce soit des scènes, que ce soit des piastres, que ce soit des billets, peu importe leur couleur, j'espère qu'aujourd'hui on va être assez généreux et qu'en fin de la journée, on pourra dire non seulement on a atteint nos objectifs, mais qu'on les a même dépassés. Alors merci à vous tous, vous toutes qui êtes là et vous qui nous écoutez chez vous. Merci de tout ce que vous allez faire aujourd'hui comme contribution à la télévision communautaire et ce que vous allez continuer aussi à faire. Parce qu'il y a un Téléthon aujourd'hui, mais tous les jours, la télévision communautaire a besoin de nous parce que c'est la fierté d'ici, c'est notre vie d'ici, c'est notre télévision d'ici. Bien, merci Abbé Serge pour ce témoignage-là. On dit souvent que les gens qui viennent de l'extérieur voient les choses d'un œil différent, puis ils nous apprennent à nous-mêmes à apprécier ce qu'on a ici, qu'on a la chance d'avoir. Mais je pense que votre témoignage nous fait prendre conscience à quel point on est chanceux d'avoir cette télévision communautaire. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous présenter ici. Bien, mesdames, messieurs, avant de terminer, je tiens à remercier de la part de toute l'équipe de la télévision communautaire de Grande-Rivière la population de la MRC du Rocher-Percé pour leur grande générosité lors du Téléthon du 25 août dernier. Nous avons récolté 6 300 $ et grâce à vous, la télévision communautaire de Grande-Rivière pourra continuer sa mission première de réaliser des émissions en collaboration avec son milieu. Un merci spécial à nos commanditaires et rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition du Téléthon de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur Facebook. Alors merci et à la semaine prochaine.